Bonjour à tous, bienvenue sur les interviews Histoire de Timeline. Je suis ravi de recevoir pour la première fois aujourd'hui Thierry Leroy, historien, grand historien, spécialiste de l'histoire du Temple, entre autres pour son livre formidable, j'ai pas peur de le dire, Naissance des Templiers chez Passé Composé. Bonjour Thierry. Bonjour et merci de m'accueillir ici. Ah non, c'est moi qui vous remercie parce que je trouve votre livre formidable, je l'ai dévoré. Je suis toujours très frustré, je dois lire à peu près 6 ou 7 livres par semaine, donc je suis obligé parfois de lire très vite. Du coup, je suis vraiment attardé sur le vôtre, j'ai beaucoup de retard sur les livres qui viennent, mais j'ai adoré parce que il revient très en détail sur les débuts de l'histoire du Temple, ce qui est très rare. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, mais sur le après, notamment la fin évidemment, ça on en parlera. Beaucoup plus sur Jacques de Molay, beaucoup plus sur le trésor, mais ça je pense qu'on en parlera aussi. Et vous l'expliquez bien d'ailleurs, pourquoi justement dans le livre, pourquoi est-ce qu'on connaît mieux? Parce qu'il y a plus de textes. Oui, beaucoup plus de sources. Et comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de choses sur le début, parce que vous avez fait un travail extraordinaire de recherche? Oui. Déjà, il n'y a pas de sources narratives, enfin très peu de sources narratives sur les débuts. On connaît les grands chroniqueurs, Guillaume de Tyr, Jacques de Vitry, Ernoul, le patriarche Michel de Sérien, quelques autres encore, mais ils sont quand même relativement rares. Il y a beaucoup plus de chroniques et beaucoup plus de sources, au début du XIVe siècle et même pendant tout le XIIIe d'ailleurs. Et puis au niveau des documents diplomatiques, les documents du Temple ont disparu à l'époque parce qu'il y a eu la prise de Jérusalem, ensuite il y a eu le repli vers Acre, et ensuite à nouveau la prise de Saint-Jean d'Acre. Les Templiers se sont repliés à Chypre, et il y a eu une grande perte de documents à ce moment-là, donc il faut faire avec les documents. Enfin, il faut faire sans en fait, faire effectivement. Sans, oui. Pourquoi il y a, avant qu'on entame vraiment le contenu du livre, pourquoi il y a ce fantasme autour des Templiers depuis, j'allais dire depuis toujours, mais non, pas forcément depuis toujours, c'est plutôt 18e, on va dire 19e siècle. Alors au 19e, c'est clairement autour des orientalistes et de cette histoire... Cette problématique, pour eux en tout cas, les Templiers étaient-ils hérétiques, oui ou non? Ça, c'était la grande question du 19e siècle. Au 20e siècle, c'est un peu plus autour du trésor. Le 20e siècle est un siècle qui s'intéresse plus aux espèces, au mystère et puis aux espèces sonnantes et trébuchantes. Les chercheurs de trésors, en tout cas du trésor des Templiers, sont fort nombreux encore aujourd'hui. Oui, c'est fou. Peut-être l'histoire de la malédiction aussi, la soi-disant malédiction de Jacques de Molay, qui est une construction après coup, mais qui a été reconstituée à peu près au XVIe siècle. C'est quand même très ancien. On voulait chercher des réponses à ce siècle de malheur, on peut dire, qui est le XIVe, la guerre de 100 ans, les épidémies... Les problèmes dynastiques après les fils de Philippe le Bel. Et comme à chaque fois au Moyen-Âge, et encore longtemps après d'ailleurs, on se tourne vers Dieu en se demandant ce qu'on a fait pour mériter un tel châtiment, en fait. C'était les gens de l'époque, en tout cas, qui pensaient comme ça. Et la malédiction s'est construite de cette manière-là. Donc ensuite, je vous disais, 18e siècle aussi avec la franc-maçonnerie, qui, dans certaines franges de la franc-maçonnerie, se réclament les continuateurs des Templiers, le rite écossais rectifié, c'est ça. il me semble. Quand on parle avec des francs-maçons, on n'a pas de preuve de survivance templière à travers la franc-maçonnerie, mais plutôt... cette tendance de la franc-maçonnerie qui veut reprendre les rites et les codes de la société chevaleresque, et les Templiers, avec cette histoire de chevalier et chevalier tourné vers le spirituel, est quelque chose qui leur correspond bien. Donc il y a eu ça, la malédiction, au 18e, plus l'histoire de survivance autour de la franc-maçonnerie peut-être. Au 19e, je dirais l'orientalisme et l'histoire d'hérésie. Et puis au XXe siècle, le trésor, là, c'est quelque chose d'assez énorme. Et puis au XXIe aussi, les jeux vidéo. C'est pas faux. L'attrait pour l'Orient, pour les sociétés anciennes, la fantaisie, le domaine de la fantaisie, qui est un Moyen-Âge complètement sublimé.
Ouais, c'est vrai. Il y a un côté très étonnant avec les Templiers. Ils représentent quasiment l'idéal du chevalier. C'est le plus fort, le plus ceci, alors qu'en fait, ils ont perdu toutes les batailles. C'est assez drôle, quelque part. C'est étonnant. Oui, c'est vrai. Ça a mal commencé. Hein. Ouais. Même si, on le voit à travers mon livre, enfin, ce que j'ai voulu raconter, jusqu'au milieu du XIIe siècle à peu près, on voit que les choses se mettent bien en place, que c'est pragmatique, ils sont très bien organisés, mais au niveau des batailles, les premières batailles, oui, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Ouais, petit à petit, leur organisation, leur implantation en hommes connaissant bien le milieu oriental va permettre quand même quelques grandes victoires et va faire des Templiers et des Hospitaliers par la suite. Oui. Les deux grands ordres, les deux grandes troupes d'élite, on va dire, des rois de Jérusalem. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Hein. 1187, oui, c'est ça, prise de Jérusalem, et puis ensuite la prise de Saint-Jean d'Acre, 1291, et c'est terminé. C'est quasiment fini, oui, exactement. On va revenir sur le contexte, quand même, politique et religieux, dans lequel naît justement l'ordre du Temple. Ça ne vient pas comme ça. Le premier grand maître ne s'est pas levé un matin en disant « Tiens, je vais créer l'ordre du Temple ». Évidemment, ce serait trop simple. Non, et puis surtout, c'est vrai qu'il a créé... cet ordre, enfin, il n'a pas créé un ordre directement, ouais, c'est ça. Une lente genèse. En tout cas, il a créé quand même cette confrérie à la fin de sa vie, on peut dire aussi. Il avait déjà entre 50 et 60 ans quand il a cette initiative en Orient. Hugues de Pin. Oui, Hugues de Pin, oui. Mais il a une lente évolution. C'est l'histoire de sa vie, tout ça, quand même. C'est un personnage qui peut paraître étonnant aujourd'hui, mais qui est bien de son temps, quoi. On a une époque, au début du XIIe siècle, même l'extrême fin du XIe d'ailleurs, où la société oscille un petit peu entre le métier des armes et le spirituel, le retrait dans un monastère, par exemple. On sait très bien que ces deux mondes se chevauchent vraiment. Les moines sont constitués pour la plupart de gens qui font partie des grandes familles chevaleresques, de toute façon, l'ordre cistercien notamment. Bien sûr, j'ai fait une émission sur Saint-Bernard il n'y a pas si longtemps, qui est un peu mystique, un peu ayatolesque, si je puis me permettre. C'était intransigeant. Un peu intransigeant, oui, c'est clair. Il valait mieux être son ami, on va dire, ça, que son ennemi. Mais on est dans cette période, dans cette mouvance-là. Ah oui, complètement. Mes recherches m'ont permis de dessiner un peu les contours de la vie de Hugues de Pin, pas plus que ça, parce qu'encore une fois, il y a très peu de sources quand même, mais il s'agit de quelqu'un qui est né dans une petite famille de chevaliers châtelains quand même, en marge entre la Champagne et la Bourgogne. Il a été chevalier, il a été marié, il a eu une fille, peut-être plus, mais enfin, il y a la trace d'une fille. Il est devenu moine, très rapidement. Il est sorti du monastère, assez rapidement aussi. Il est resté quelques années à Molesme. Et Molesme, c'est très important parce que c'est à partir de Molesme que l'abbé Robert de Molesme va fonder Cîteaux. Et c'est à Cîteaux que Bernard de Fontaine devient moine. Et ensuite, il en part rapidement pour fonder Clairvaux. Donc oui, il y a une mouvance très intéressante. Ce moine, Hugues, va sortir donc très rapidement de cette abbaye de Molesme. Et on le retrouve à la cour du comte Hugues de Troyes, qu'on va appeler aussi Hugues de Champagne. C'est le moment de la formation du comté de Champagne. On le retrouve là, il est à nouveau châtelain sur la terre de ses origines, la terre de Pin, à 12 km aujourd'hui de Troyes, dans la vallée de la Seine. Un château important qui verrouille justement la vallée de la Seine, qui est l'axe stratégique de développement du premier comté de Champagne, à partir de la ville de Troyes. Il est châtelain de Pin. En 1113, on sait qu'il est seigneur de Pin, peut-être qu'il l'était avant. Il est remarié à une fille de noblesse aussi, évidemment, et dont le père est châtelain lui-même d'un gros château de l'autre côté de Troyes, encore la vallée de la Seine. Ils vont avoir ensemble au moins 4 fils. Un fils aîné qui deviendra chevalier et puis seigneur de Pin après son père, qui mourra à la deuxième croisade. Un autre fils, Thibaut, qui sera moine,
qui sera abbé de Sainte-Colombe de Sens. Sens, c'est la capitale ecclésiastique de la région. Voilà, c'est l'archevêché qui contrôle l'évêché de Troyes. Donc être à Sens pour un ecclésiastique, c'est quelque chose d'important à l'époque. Et puis 2 autres fils, voilà. Mais quand ses fils vont être encore assez jeunes, il va partir avec son seigneur, le comte de Champagne, visiter la Terre Sainte, mais pas simplement visiter, c'est vraiment une croisade. On peut parler d'une croisade de secours, parmi les nombreuses sous-croisades, si vous voulez, qu'il y a eu, à part les 8 ou 9 qu'on connaît, qui sont répertoriées. Et là, il va être attiré, quoi. Enfin, et on comprend bien que dans sa vie, il oscillait déjà entre le métier des armes et la retraite spirituelle, on peut dire. Il va concilier les deux, en fait. Ouais, il y a une certaine logique. C'est plutôt malin. C'est nouveau, ça, justement, de concilier les deux. Je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, mais il y avait donc 3 ordres. La société est répartie en 3, ceux qui prient, ceux qui travaillent et ceux qui combattent. Très liés, puisque ceux qui prient pour les 2 autres, ceux qui travaillent pour les 2 autres, et ceux qui combattent défendent les 2 autres. Et encore, donc, en ce début de XIIe siècle, une certaine perméabilité entre ceux qui prient et ceux qui combattent. Exact. Beaucoup moins avec ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas trop entrer dans... À la guerre peut-être, mais c'est quand même assez rare. Ça reste assez difficile. On est dans une société quand même très hiérarchisée et très compartimentée, on peut dire. Mais en effet, à cette époque, Bernard de Clairvaux, par exemple, Bernard de Fontaine, qui est de la génération suivante par rapport à Hugues de Pin. Il est né en 1090 ou 91. Hugues de Pin autour de 1070. Eh bien, Bernard de Clairvaux, il est issu d'une famille de chevaliers. Oui, absolument. Mais il va être tellement persuasif que toute sa famille, ses frères, son père même, ses cousins, ses sœurs, sa mère était décédée, toute sa famille va entrer dans les ordres. Ouais. C'est quelque chose de fou. À tel point qu'on disait à l'époque que les mères, au passage de Bernard de Clairvaux, devaient enfermer leurs fils dans leur maison s'ils ne voulaient pas qu'ils deviennent moines, parce que c'était un appel irrésistible. Ouais. Et puis, on a eu des exemples aussi de grands seigneurs qui ont fini leur vie comme moines, comme par exemple le comte de Nevers, dont je parle, qui fait partie des personnages importants du Concile de Troyes, du Concile fondateur. Ouais. Et puis, le comte de Champagne, qui va finir sa vie comme templier. Donc, on est dans un moment où les choses sont assez mouvantes quand même. Et puis on a des personnages assez étonnantes, comme le patriarche de latin de Jérusalem, Gormond de Piquigny, qui, dans une première vie, a été vidame, c'est-à-dire homme de guerre, et qui a été marié d'ailleurs. Au moment où il passe à Jérusalem pour devenir patriarche, c'est-à-dire supérieur, on va dire, de l'église de Jérusalem, évêque de Jérusalem d'ailleurs au passage, et la cathédrale et le Saint-Sépulcre lui-même, eh bien ce personnage, on se rend compte qu'il aime beaucoup. Il est issu du métier des armes, et puis c'est quelqu'un de belliciste qui s'intéresse beaucoup plus à la défense qu'aux problèmes spirituels. Oui, bien sûr. Ouais. J'exagère un petit peu, mais quand même. Donc oui, et puis les choses vont être mises à plat et vont être mieux déterminés avec cette réforme ecclésiastique qu'on appelle réforme grégorienne, qui se met en place à l'époque et qui va, au bout d'un moment, vraiment vouloir que les choses soient très claires. Clarifier les choses. Voilà, si on ne peut pas... Oui, on est soit l'un, soit l'autre, mais c'est ça. Voilà. Il y avait encore la question du mariage des prêtres. Oui. À cette époque-là, au début du XIIe siècle, c'est pas très clair. Hein. Oui, bien sûr. Les choses vont se clarifier ensuite et il y aura la loi canonique qui empêchera les choses. La maison mère va remettre la main sur, sur les choses, on est d'accord. Justement, donc, comme je disais, est-ce que c'est nouveau ça ? Est-ce qu'il invente quelque chose, Hugues de Pin ? Ou est-ce qu'il y a déjà eu des essais, des tests de moines chevaliers, que ce soit en France ou que ce soit... En Occident, c'est tout à fait nouveau. Ouais, ça. C'est Bernard de Clairvaux qui emploie l'expression moine chevalier. On parlera plutôt de combattants laïcs, mais qui se mettent à vivre comme des religieux. Ouais, mais ça reste des laïcs, en fait. Ça reste des laïcs. Ouais, c'est ça qui est important. Ouais. Alors, dans
l'ordre du Temple, quelque temps plus tard, après sa naissance, il y aura quand même des chapelains, des prêtres. Oui, alors eux seront uniquement prêtres. Seront uniquement prêtres. Mais pas chevaliers. Après, en Orient, on a quand même une confusion des gens, et on se rend compte que en 1120, avec le concile de Naplouse, par exemple, on autorise les prêtres, les gens du clergé, à porter les armes s'il en va de leur vie, quoi. Pour des questions de défense, parce que le royaume latin a tellement de mal à subsister qu'on est obligé d'en arriver là. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été compris en Occident, difficilement. Je suis assez d'accord. On est d'accord, très clairement en lien avec la croisade, la naissance de cet ordre, qui n'est pas encore un ordre, mais de cette confrérie qui va devenir un ordre. Exactement, oui. Donc c'est totalement en lien avec la croisade. On pourrait dire aujourd'hui la première croisade, mais à l'époque c'est la croisade. Pèlerinage outre-mer, puisque c'est... le passage outre-mer, comme on disait à l'époque, oui. Oui, c'est totalement en lien. En fait, le problème, au lendemain de la croisade, et très peu de temps après, dans la première décennie après la croisade, c'est que la plupart des chevaliers et des hommes de guerre sont rentrés en Occident. On parle de quelque chose comme 200 chevaliers qui sont restés là-bas, et qui ne suffisent pas, bien sûr, à maintenir la sécurité dans ces 4 États latins que sont le royaume de Jérusalem, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et la principauté d'Édesse. L'Église a accepté facilement cette confrérie, ou est-ce qu'il a fallu faire, qu'on dirait aujourd'hui, du lobbying, pardon pour le mot? Alors, ça dépend d'où on se place par rapport à justement outre-mer, de quel côté de la Méditerranée. En Orient, l'Église était commandée, on peut dire, par le patriarche Gormont. Et là, oui, on les a accueillis à bras ouverts, comme le roi de Jérusalem, Baudouin II, en 119, les a accueillis aussi à bras ouverts. Ça permettait d'avoir des gens qui se consacraient à la défense, au moins de la route des pèlerins, jusqu'à Jérusalem, dans un premier temps, gratuitement. Le roi n'était pas obligé de leur payer une solde. Et ça, c'était quelque chose de nouveau. Il y a de l'argent à pas sortir. Très intéressant. Alors après, de l'autre côté de la Méditerranée, justement, en Occident, quand on a connu leur existence, donc 10 ans après, oui, ça a provoqué quelques réticences. Et c'est pour ça qu'on est allé demander à Bernard de Clairvaux de faire en sorte de légitimer... de mettre son avis, d'écrire presque... Exactement, mais il s'est fait prier, parce que ça n'allait pas de soi. Dire. Pour lui, oui, c'est le cas de le dire. Pour lui, ça n'allait pas de soi. Pour lui, la recherche de salut, trouver le salut, en tout cas, on ne peut trouver le salut qu'en étant moine. Mais c'est ça. Et au mieux même moine à Clairvaux, d'ailleurs, mais pas ailleurs. C'est pas la peine d'aller jusqu'à Jérusalem. Bon, et puis si on ne peut pas faire autrement, si on n'est pas capable de devenir moine, alors, on continue son métier des armes pour la défense uniquement, sans chercher la gloire. Et à ce moment-là, il faut adopter le modèle des chevaliers du Temple, des pauvres chevaliers du Christ et du Temple. On va revenir sur la pauvreté d'ailleurs. Et qui est un modèle louable. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est beaucoup moins bien que d'être moine aux yeux de Bernard de Clairvaux. Mais pour Bernard, il fallait être pauvre, de toute façon. Ah oui, il fallait laisser évidemment tout ça. Pauvreté, humilité. On a l'impression d'un petit monde quand même, quand vous dites que Hugues de Pin a rencontré, a été avec les cisterciens qui se sont croisés, on dirait que aujourd'hui, on dirait que c'est des clubs, quoi. Oui, c'est vrai. C'est assez curieux. Ils se connaissent. Est-ce que vous avez retrouvé, j'allais dire, des lettres Pas forcément. Vous avez fait un travail incroyable. Oui. On y reviendra. Vous avez retrouvé énormément de documents, mais il faut chercher. C'est vraiment l'historien, à la base de l'historien, quoi. C'est vraiment le chercheur. Et puis, il faut être patient. On ne trouve souvent pas grand-chose, mais quelquefois, des petits indices infimes peuvent se révéler parlants, si on est capable de faire des liens. C'est un gros travail, mais c'est parce que je suis passionné. Oui, je comprends. C'est Marc Bloch qui disait ça. Une des raisons principales pour laquelle il faisait de l'histoire, c'est d'abord parce que ça lui plaisait. Oui, je comprends. Tout simplement. C'est pareil, on est d'accord. Donc c'est quoi? C'est des réseaux, réseaux de personnes. Aujourd'hui, c'est des réseaux d'entreprises, mais à l'époque, c'est quasiment ça, en fait. Ça n'a pas tellement changé. Des réseaux de personnes, souvent liés à un territoire. D'accord. Et quand on se retrouve en Terre Sainte,
entre confrères, entre gens issus du même territoire, la solidarité fonctionne beaucoup. Mais en effet, il y a un terreau, il y a un terreau fertile pour cette question-là. Depuis le début, la Champagne fait partie de ces terres qui accueillent favorablement la réforme ecclésiastique. C'est assez logique. Les nouveaux ordres monastiques, Molesme, Cîteaux. Bien sûr. Alors, Champagne-Bourgogne, on est bien d'accord. Au début. Oui. Et puis, oui, ça va. Parce que ça va vite exploser. Ça va très vite exploser. Ouais. Mais il y a un terreau là. Et en effet, ils se connaissent. Alors, déjà, le premier mariage du duc de Pin se fait avec une femme de la famille de Touillon, qui est la famille maternelle de Bernard de Clairvaux. Voilà, donc. Même si Bernard n'était pas né à l'époque, puisqu'il est plus jeune. Ouais. Donc il y a déjà... il y a déjà des liens. Il y a des liens familiaux, des liens claniques, on peut dire, à cette époque-là. Et c'est très fort. On est dans une période qui va aller en s'accentuant de dons, en fait. On donne beaucoup, comme si on avait quelque chose pas à se reprocher, mais on n'en est pas encore à acheter sa place au paradis, mais enfin, on n'est pas très très loin de la démarche, là, quand même. Hein. Oui. Oui, c'est une époque où on donne beaucoup aux ordres religieux en général, parce qu'on parle des Templiers, bien sûr, mais il faut savoir évidemment que les cisterciens, par exemple, ont eu une expansion sans commune mesure avec les Templiers. Bien sûr. Et puis Cluny avant, et qui continue encore, bien sûr, à cette époque-là. Mais enfin, là, vraiment, avec l'arrivée surtout de Bernard à Cîteaux, c'est une expansion formidable. Et en effet, les gens donnent beaucoup, parce qu'on cherche... le paradis, on a très peur de tout cela, c'est très très important. Et les Templiers vont bénéficier de ça. Exactement, c'est pour ça que je voulais en arriver là. D'ailleurs, Cluny va pâtir des Templiers, puisque beaucoup de dons vont affluer vers les Templiers, alors pas au début, mais petit à petit, et Cluny va péricliter. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein, non, pas du jour au lendemain. Et puis en revanche, l'ordre cistercien va continuer. Va continuer de grossir, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est un petit peu... donner aux Templiers, c'est clairement lié au pèlerinage de Jérusalem. C'est-à-dire, effectuer ce pèlerinage, c'est quelque chose qui coûte énormément cher. On est obligé de vendre tous ses biens, de vendre sa maison, de partir avec ses biens, justement. C'est inabordable pour le commun des mortels. Il faut être un minimum un chevalier, déjà, avec des moyens pour pouvoir le faire. Et en plus, on n'est pas sûr de revenir. Oui, c'est ça. Donc, donner aux Templiers, c'est une façon de faire de ne pas faire le pèlerinage, de le faire sans le faire. D'avoir les bénéfices quand même, quelque part. Je comprends. Vous le dites à un moment donné, il faut 3 mois de voyage entre Jérusalem et Troyes. Quand Hugues rentre chez lui, 3 mois de voyage. Oui, environ, oui. Vous avez calculé, etc. Ça, c'est incroyable. Oui, puis alors après, ça dépend des vents. Oui, à quel moment ils sont partis. J'ai adoré. Ça, alors, c'est parce que je me suis basé sur beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment des travaux anglo-saxons qui sont formidables sur les croisades, sur les voyages en Méditerranée à l'époque. Il y a des cartes maintenant où on peut, presque un GPS où on peut dire je vais de là à là, et il y a des cartes automatiques aujourd'hui, selon les époques. C'est assez fantastique. Oui, ça c'est incroyable. Donc c'est grosso modo. Oui, à une semaine près. 3 mois. 3 mois, oui, c'est quand même énorme. Il faut se rendre compte. Voyage terrestre et maritime. C'est ça. Par étapes. Oui, c'est effectivement. À quel moment l'ordre du Temple devient officiellement reconnu par l'Église ? C'est le Concile de Troyes ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est un synode provincial, c'est-à-dire ce n'est pas une grande réunion qui a été faite pour officialiser le Temple. Non. On n'a pas retrouvé les canons de ce concile, de ce synode, quoi. Une réunion provinciale de l'Église provinciale, Champagne-Bourgogne en gros, sans le pape, mais avec son légat... Son représentant, donc, qui a lieu à Troyes, capitale du comte de Troyes, qui est devenu comte de Champagne, qui est lui-même, à cette époque-là, templier lui-même. C'est son neveu qui a pris la succession du comté. Et on se réunit à Troyes pour traiter de différentes questions. On n'a pas trop le détail, puisqu'on n'a pas les canons de ce concile. Mais on sait qu'au terme de ce synode, encore une fois, c'était en janvier 1129, on sait qu'au terme de ce synode, cet ordre nouveau est né, cette confrérie des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon devient, on peut dire,
le premier ordre militaire officiel d'Occident, en Terre Sainte, mais enfin occidentale, oui, quand même, avec une base occidentale. C'était évident. L'ordre des Templiers est né là, à Troyes en effet. 10 ans après, en fait, en gros, 10 ans après la naissance de cette confrérie. Oui. Il a fallu 10 ans. Oui, et puis beaucoup d'étapes en fait. Oui, bien sûr. Mais il y a un chemin tout à fait logique et pragmatique qui fait que ça ne pouvait pas vraiment se passer autrement. Enfin. Qu'est-ce que ça leur apportait justement de ne pas rester confrérie et de devenir un ordre officialisé par... Je pense que ça a toujours été le problème. Ces États latins ne doivent leur survie que en grande partie au secours qui vient d'Occident. À toutes les époques, toutes les décennies, on va dire, parce que ça ne dure pas plus de 200 ans en tout. Et on est arrivé à un moment donné, dans les années 1125 à peu près, où on se rend compte, Hugues de Pin lui-même s'en rend compte, et puis le roi Baudouin II aussi, le patriarche Gormand également, que si on veut maintenir cette aide, cette sécurité, si on veut faire agrandir cet ordre, si on veut développer cette confrérie en tout cas, il faut absolument l'appui de l'Occident. Et on n'aura pas l'appui de l'Occident pérenne si on n'officialise pas avec le pape, avec aussi les puissants d'Occident, puisque au synode de Troyes, ce n'est pas une réunion simplement de gens d'église, même s'ils sont présents les archevêques, évêques principaux de cette région, champenoise et bourguignonne, les grands abbés de monastères aussi, mais il y a donc 3 personnalités laïques, il y en a peut-être d'autres, mais enfin, le texte de la règle nous en cite 3, le comte de Champagne, le nouveau comte de Champagne, le comte Thibaut, son sénéchal, des fois j'explique une sorte de, on va pas dire, mais enfin, une sorte de ministre de la guerre, un petit peu, en tout cas celui qui est spécialisé dans la guerre, et qui a fait les 2 voyages, les 2 croisades du comte Hugues. D'accord. Et puis le comte de Nevers, qui, lui, est aussi un homme qui finira sa vie comme moine, et qui a fait aussi plusieurs croisades, connaît bien les choses d'Orient, et lui, c'est intéressant, c'est un ami intime du roi de France. Parce que dans toute cette affaire, le roi de France est quand même assez absent. C'était ma prochaine question, donc bravo. Justement, pourquoi il est absent? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher le roi? On va chercher le pape, mais pas le roi. Est-ce que ça veut dire qu'il compte moins? Qu'il est moins... Aujourd'hui, on va chercher les politiques. Bien sûr. À l'époque, on va plutôt chercher le pape, en fait. Alors, c'est une époque quand même où le roi, donc il s'agit de Louis VI, Louis VI le Gros, commence à asseoir sa puissance quand même. Hein. Quand on va chercher le comte d'Anjou pour devenir le prochain roi de Jérusalem, dans les années 1127-28, on lui demande son avis. C'est quand même le seigneur. Mais c'est quand même cette affaire de confrérie autour de Hugues de Pin, autour du comte de Champagne. C'est quand même une affaire champenoise et de clan champenois autour du roi de Jérusalem. Ça s'explique aussi par le fait que ce comte de Champagne, Hugues de Champagne, c'est quand il devient templier d'ailleurs que l'ordre va prendre un essor considérable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va aller en Occident recruter des hommes, prêcher la croisade, et ça va aboutir au concile de Troyes. Eh bien cet homme, il était du clan des comtes de Blois. Il était le demi-frère du comte Étienne-Henri de Blois, qui était mort en 102 en Terre Sainte. Cet Étienne-Henri était marié à Adèle, comtesse de Blois, donc, qui était la fille de Guillaume le Conquérant. Ça veut dire que la famille de Blois-Champagne était très liée, mais de très très près, au roi d'Angleterre et duc de Normandie, Henri Ier Beauclerc. Faut imaginer l'arbre généalogique là en ce moment que vous êtes en train de citer, tout ça sans note, je le précise, pour ceux qui n'ont pas la couleur. On était entre gens quand même très puissants. Ouais, là, hein. Le comte de Champagne de l'époque, c'était quand même quelqu'un de très puissant en termes de territoire, de puissance financière, même si ça commençait... c'était un peu l'égal du roi de France. Oui, c'est ça. Et le roi de France n'a pas la puissance qu'il aura plus tard, en plus. Voilà, c'est ça. C'est surtout l'Île-de-France. Et surtout, ils étaient largement
bien plus lié en tout cas au roi d'Angleterre, qui était lui-même duc de Normandie. Ce qui posera des problèmes. Donc voilà, un peu plus tard. D'ailleurs on s'en rend compte, hein, dans la tournée de recrutement de Hugues de Pins, dans les années 1127-28, on contourne le domaine royal. Ouais, c'est ça, c'est fou, ça. De la Champagne, on passe au comté de Blois, c'est-à-dire avec Chartres comme capitale principale. Après, le Maine et l'Anjou, ça c'est... on monte un peu. Ça va être le comte Foulques qui deviendra roi de Jérusalem. Et puis la Normandie, où on passe directement en Angleterre, puisque duc de Normandie est roi d'Angleterre. Et après, on revient par les Flandres, qui sont aussi en alliance. Il y a des mariages. Donc on contourne ce domaine royal. Ouais, ça, faut bien se rendre compte de ça. Donc pourquoi pas le roi, voilà. Mais au synode de Troyes, néanmoins, on a ce comte de Nevers qui est un ami intime de la famille royale depuis longtemps. Il a assisté aux obsèques du roi Philippe Ier, qui a tenu à se faire enterrer à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, et pas à Saint-Denis, parce qu'il avait été excommunié, donc il se considérait comme indigne de... Enfin bref, il était un ami de la famille et un vassal qui était très 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 fidèle au roi de France, donc Philippe Ier et Louis VI ensuite. Et je pense que c'est un peu les yeux du roi de France quand même dans ce synode. Il a quand même je pense. Pas dire un espion, mais un œil. Oui, enfin... Oui, je ne sais pas si on peut pas dire espion, néanmoins. Le comte de Thibaut de Champagne, qui était Thibaut de Champagne et de Blois, il était comte des deux, hein, après le départ de son oncle Hugues, devenu Templier, Hugues de Champagne, devenu Templier. Ouais. Eh bien, il faut savoir que Thibaut, à 2 reprises, il avait emprisonné, il avait enlevé le comte de Nevers. On ne sait pas exactement pourquoi, mais donc, il ne s'entendait pas si bien que ça. Heureuse époque. Pourquoi est-ce que les Templiers vont s'installer sur l'esplanade du Temple de Jérusalem ? Alors ça se produit à la fin de l'année 1119. C'est le roi Baudouin II qui leur propose de s'installer dans son palais, qu'il va leur laisser, qu'il va leur prêter. À moitié délabré en plus. Qui est à moitié délabré. À leur charge, ça sera à leur charge de le reconstruire ou de le consolider. Et ça ne sera qu'un prêt. Ça, c'est bien documenté. Il va s'installer dans, un peu plus au nord, je crois, de la ville. Et il s'installe donc dans ce qui est aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa. Le palais, l'ancien palais du roi, et qui avait abrité les écuries d'ailleurs du roi Salomon. Et donc, on est sur l'esplanade, ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade des mosquées, et cet endroit quand même mythique, déjà à l'époque, qui est l'endroit du temple de Salomon d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va les appeler comme ça dès le départ, les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. C'est pas lui. Oui, bien sûr, effectivement, c'est tout à fait logique. Il n'y a pas du tout de lien avec la Jérusalem céleste, ce côté carré. Si, sans doute, bien sûr. À mon avis, l'important, c'était surtout qu'ils aient un quartier général à Jérusalem même. Oui, c'est logique. Puisque, depuis le début, ils devaient s'occuper de sécuriser cette route des pèlerins cruciale. Là, vraiment, c'était quelque chose de très, très important, depuis les ports d'Acre et de Jaffa, jusqu'à, avec ce passage dangereux de Pierre-Encise, là, notamment, et jusqu'à Jérusalem. 110-120 km à peu près, à sécuriser. Et donc, il faisait des allers-retours continuels depuis les années 1116, depuis le début de cette mission, entre la côte et Jérusalem. Ils avaient notamment, les premiers Templiers, les tout premiers, ils recevaient une partie des restes de repas des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Et puis, ensuite... même dès le début, ils étaient restés affiliés aux chanoines du Saint-Sépulcre. Donc, ils étaient aussi astreints à des prières. Ils étaient continuellement sur la route entre le littoral et Jérusalem. Ils revenaient à Jérusalem pour récupérer les restes de repas, tout simplement, pour le côté... comment dirais-je ? Pour les repas, pour l'intendance. Et le côté de la prière aussi, c'était important qu'ils gardent ce lien avec Jérusalem. Voilà. Donc, le fait d'avoir leur quartier général au centre de la ville, ça avait du sens. C'est logique. Une façon de les asseoir. Est-ce que c'est à ce moment-là que
que prend naissance l'idée, le fantasme du trésor, de ce qu'ils vont récupérer à Jérusalem? Ou est-ce que c'est bien plus tard? On ne sait pas ça. Non, je pense que c'est vraiment bien plus tard. Alors pour certains tenants de ce mythe du trésor, il y a des gens qui disent que ils font référence aux tables de la loi ou au trésor du mythique de Salomon à l'époque, et ils auraient fait de l'archéologie pour retrouver des choses incroyables. Mais ça, c'est absolument pas documenté. On n'a jamais eu. Moi, je montre dans mon travail qu'il y avait autre chose, il y avait un autre enjeu qui lui, est tout à fait... qu'on peut retracer, quoi, en tout cas. Mais par la suite, non, l'histoire du trésor, je pense, a dû découler du fait que, grâce à l'implantation des maisons du Temple, j'ai du mal à dire commanderie, c'est un terme qui vient plus tard. Enfin. Mais à l'époque des Templiers, ce sont les maisons du Temple qui peuvent être des moulins, des petites maisons ou des grosses exploitations agricoles avec chapelle, des domaines agricoles dans tout l'Occident pratiquement, donc beaucoup de revenus, c'est ça. Donc des richesses, un ordre pauvre, comme tous les ordres monastiques, comme les cisterciens, mais en réalité au niveau de l'ordre lui-même, un ordre riche. Et puis d'autre part, par la confiance qu'ils insufflaient, ils ont été assez rapidement, plutôt je pense à la fin du XIIe ou plutôt au XIIIe siècle, ils ont été les gardiens des trésors, notamment du roi de France. La tour du Temple à Paris était une sorte de... Tout le quartier du Temple aujourd'hui. De coffre-fort gigantesque. Comme ça. Absolument. Et puis, il s'occupait aussi d'escorter, on va dire, des huches. Hein, ça, c'est documenté au XIIIe siècle. C'est-à-dire des coffres-forts, quelque part, en traversant la Méditerranée. Donc, ils avaient un rapport avec l'argent. Mais ce n'étaient pas des banquiers. Sans être une banque, j'allais le dire. Voilà, dans le sens où en tant que chrétien, en tant qu'en plus, ils vivaient comme des religieux quand même. Bien sûr. Ils ne pouvaient pas gagner de l'argent. Pas gagner de l'argent, ils ne pouvaient pas produire le juste de l'argent. prix, le juste prix médiéval, absolument. C'est pour ça que mais des transferts de fonds, oui. Ouais, c'est pour ça que les Juifs sont les banquiers. Oui. Et pas les chrétiens, effectivement. Oui, parce qu'un chrétien ne peut pas produire de l'argent. Exactement. Il n'y a que Dieu qui ne doit pas. Quelque chose. Ouais. En tout cas, ne doit pas, c'est sûr. Comment est-ce qu'un ordre qui est né avec des chevaliers devient en quelques décennies une puissance telle qu'elle est présente partout en Europe? J'allais presque dire qu'elle devient incontournable. Et d'ailleurs, c'est ce côté État dans l'État qui va devenir insupportable dans le sens littéral du terme pour les princes tels que Philippe le Bel, parce que le monde va changer. Oui, alors peut-être que ça a à voir avec cette armée, on peut dire, dès le départ, qui est une armée qui ne dépend pas du roi, hein, si on se replace au moment de la naissance, qui dépend un petit peu du roi, mais en tout cas qui ne dépend pas des subsides du roi, qui est un petit peu autosuffisante, et qui va devenir encore plus autosuffisante grâce à l'implantation de toutes ces maisons du Temple dans tout l'Occident. D'ailleurs, les chevaliers de Saint-Jean de l'Hôpital vont faire la même chose après. Oui, bien sûr. Enfin, ils ont commencé un petit peu en même temps d'ailleurs, mais ils vont faire la même chose du point de vue du combat. Donc il y a une sorte d'indépendance par rapport au pouvoir... d'indépendance, mais il y a des liaisons quand même. Hein. Oui, bien sûr. Pas dupes, mais quand même une certaine indépendance. Et le fait aussi que les Templiers, finalement, sont une sorte d'ordre supranational, parce que on a la maison mère de Jérusalem, qui sera à Acre ensuite, et après à Chypre, mais bon, on fait comme on peut. Mais en tout cas, qui commandera l'ordre, que l'ordre soit basé en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Flandre ou en France. Hein. C'est, je crois, des super gestionnaires, parce qu'il y a beaucoup de donations de terres, et ils vont faire en sorte justement de les attacher, c'est-à-dire de faire des échanges de telle sorte que ça devienne gigantesque. Oui. Et ça, c'est assez extraordinaire. Alors, j'en parle un tout petit peu à la fin quand même. J'ai un chapitre sur la naissance des maisons du Temple en Champagne, notamment, que j'ai étudié particulièrement. Mais c'est quelque chose que je pourrais développer davantage. Mais on se rend compte que ce sont des gens pragmatiques. Comment dire ? Et on a du mal des fois à comprendre ça aujourd'hui, parce qu'on a un esprit, nous, au XXIe siècle, déjà au XXe, assez cartésien bien sûr, mais je veux dire, on veut mettre les choses dans des cases. À l'époque,
quand on fréquente les documents depuis longtemps, on se rend compte qu'il y avait vraiment une gestion pragmatique. Par exemple, une maison du temple, la personne qui s'occupe de la maison du temple, c'est un commandeur, d'accord. Mais ça ne veut rien dire sur l'importance qu'elle peut avoir. Encore une fois, ça peut être un simple moulin, on appellera un commandeur quand même, ça peut être une grosse maison du temple. En tout cas, ce qui est important... Et puis, le commandeur est nommé en principe, apparemment, d'après les quelques documents qu'on peut avoir, pour quelques années simplement. Ensuite, ça va être un autre, ou alors il peut être élu à nouveau. Enfin, c'est très mouvant. Une maison aussi peut être attachée à une autre, en fonction des donations qu'on fait. Enfin bref, il n'y a pas d'implantation territoriale fixe, comme pour une abbaye, pour une grange cistercienne. C'est tout au service de la Terre Sainte. Et à partir de là, c'est mouvant, on fait au mieux. Et oui, ils ont été vraiment des as de la gestion. Je comprends. Est-ce qu'ils étaient vraiment pauvres, eux-mêmes ? Ou est-ce qu'ils pouvaient avoir des signes extérieurs de richesse ? Alors, ça dépend à quelle époque on se situe. Oui. Si on est au tout début, apparemment, ils étaient vraiment pauvres. Alors, ils arrivent aussi dans la confrérie de Hugues de Pin, et Hugues de Pin lui-même, avec ses armes de chevalier, son cheval, ses chevaux. Qui coûte beaucoup d'argent. Qui demandent quand même de l'argent. On dit que c'était un petit aristocrate, un homme de la petite noblesse, mais quand même. Oui. Un chevalier avait au moins 4 ou 5 personnes avec lui, voire plus. L'équipage plus coûte puissant. Beaucoup d'argent. Oui, et oui, ça représentait déjà beaucoup d'argent. Mais les textes disent que les premiers frères du Temple s'habillaient de ce qu'on leur donnait, se nourrissaient d'aumônes. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, c'est dans l'air du temps. Mais enfin, il y avait quelque chose comme ça quand même. Hein. C'est vraiment tout est voué à leur vocation, justement. Tout est en direction de leur vocation. Oui, bien sûr. Il y a une pureté originelle, hein, en fait, comme on trouve à l'origine de tous les ordres monastiques, qui est peut-être un peu moins vrai 100 ans après, avec des grands maîtres du Temple. Au début, on dit maître du Temple, tout simplement. Après, on parle de grands maîtres du Temple au XIIIe siècle, avec des gens qui avaient rang de prince. Hein. Jacques de Molay, c'était un prince. Un grand prince. Donc, on imagine un train de vie quand même certainement plus important. Voilà, comme il y a eu des grands abbés cisterciens aussi. Oui, absolument. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est à peu près la même chose. Pas l'oublier. Le sceau, le fameux sceau des Templiers, où ils sont 2 sur le cheval, ça veut dire la pauvreté, justement ? Longtemps, oui, on a pensé ça. C'est un beau symbole, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les Templiers, dès le début, ont une sorte de logo. Oui, il y a quelque chose de... Alors, on ne va pas dire qu'ils font du marketing, il ne faut pas exagérer, mais il y a de l'image, quoi. Il y a quelque chose. Et d'ailleurs, ça a marqué les esprits, et je pense que ça a participé à leur succès aussi, hein, dès le début. Alors, les 2 cavaliers sur la même monture, ça peut faire référence aussi à quelque chose de très pragmatique. Je ne suis pas le premier à avoir mis l'accent là-dessus, mais enfin, je suis allé un peu plus loin. Dans les premiers temps, quand ils sécurisaient le fameux passage de Pierre-en-Cise et qu'ils partaient prendre des pèlerins attaqués sur leur monture, on s'est rendu compte, c'est indiqué par une des chroniques, qu'ils s'étaient fait fabriquer des selles à des doubles selles, si vous voulez. Génial. Des selles à triple arçon. Ouais. Triple arçon, ça veut dire deux selles en une. Et eh bien, ça montre une image de 2 cavaliers sur une même monture. Là, on est vers quelque chose qui est de l'ordre du pragmatisme, de la vérité, en fait, et qui devient une image. De même pour la croix. Oui, on parle, alors on a glosé au 19e, surtout sur les formes de croix des Templiers, parce qu'après, quand il y a eu beaucoup d'ordres religieux, il a fallu faire des croix de différentes couleurs, voilà, avec différentes formes. Mais à l'époque de Hugues de Pin, à l'époque des premiers Templiers, la croix du Temple, c'est une croix latine, une croix grecque de temps en temps, ça dépend de la place qu'on a, mais rouge. Rouge, on est d'accord, rouge. Pour qu'on les voit de loin. Comme la croix des croisés. C'est ça. Alors, vous m'avez fait rire parce que pendant 2 heures, j'ai
je suis allé chercher une loupe parce que vous reproduisez une miniature où on voit Baudouin II qui reçoit Hugues de Pin et Godefroy de Saint-Omer, et vous décrivez la croix qui est sur le côté, sur sa manche, et je ne la voyais pas. Alors je dis mais c'est pas possible, j'ai pris une loupe, j'ai regardé, je dis mais c'est pas vrai, je suis débile ou quoi? Et puis après je suis allé voir effectivement une image en couleur, et sur la couleur forcément on la voit mieux. Oui, dans le livre la reproduction de l'enluminure de la chronique de Guillaume de Tyr est en noir et blanc. Mais bon, c'est vrai que sur Internet, on peut la voir facilement. Et les couleurs ont dû passer un petit peu aussi, hein, mais on voit quand même nettement cette croix rouge. Ouais, donc elle est tellement symbolique qu'on la met pour dire qui c'est, quoi. Même du mauvais côté, puisque de toute façon, l'important au Moyen-Âge, c'est le symbole. C'est ça. Il faut qu'on représente un roi comme plus grand que les autres, et avec une couronne, bien sûr, c'est le cas de Baudouin II. Et puis les Templiers avec leur croix sur l'épaule. Oui, effectivement. Si vous deviez résumer en une phrase ce qui fait l'originalité des Templiers à leur naissance, qu'est-ce qui les distingue des autres ordres? Ce serait quoi? C'est le premier ordre militaire déjà. Ouais. Donc il n'y en avait pas deux. Donc là déjà c'est un signe de distinction premier. C'est une confrérie de chevaliers qui font des vœux comme des religieux. Et ça, c'est unique. Ouais, c'est ça. Donc déjà, ils se distinguent par leur origine, en fait. On n'a pas beaucoup de textes sur ce que pense ou ce que dit la population, mais on a quand même des choses, le ressenti, comment la population, que ce soit en Occident ou que ce soit en Orient, les ressent. Est-ce que pour les orientaux, ça reste des francs? Ou est-ce qu'ils sont quand même différents? Ça dépend de l'époque. Ça dépend de l'époque aussi. Les chroniques nous disent qu'ils ont acquis une grande réputation très rapidement. Et il faut penser que c'est d'abord en Orient avant de franchir la mer. Voilà. C'est pas beaucoup plus que ça quand même. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'ils se sont très vite acclimatés, mêlés plus ou moins. On ne sait pas exactement non plus à la population quand même. En tout cas, ils sont devenus ces chrétiens d'Occident sont devenus des orientaux, comme le dit le chroniqueur. Et ce sont des gens qui ont su s'acclimater. Alors, on raconte aussi, c'est une chronique arabe qui raconte dans les années, je crois, 1160, peut-être 50-60, peu après la mort de Hugues de Pin, que dans la maison mère des Templiers, une petite pièce avait été aménagée en mosquée pour permettre aux musulmans de venir prier en toute tranquillité. Ça montre quand même une installation dans la société multiculturelle et multireligieuse de Terre Sainte, une installation ils sont là pour durer et pour s'acclimater un petit peu à toutes les populations. Après, on n'en sait pas beaucoup plus quand même. Non, c'est ça. Ouais. Et ils n'ont pas duré longtemps, ni à Jérusalem, ni finalement, ils ont duré 200 ans? À peine, oui. À peine 200 ans. Comme l'époque des croisades. Effectivement. Bon, c'est difficile de passer à côté de ça. Le complot politique final, qu'est-ce qui les perd? C'est justement ce côté État dans l'État? Sans doute. Est-ce qu'on sait vraiment? Sans doute une rivalité entre le roi de France, Philippe le Bel, qui entend être le maître dans tout son royaume, bien sûr, à tous les niveaux, même le niveau religieux, et le pape qui veut garder ses prérogatives de supérieur religieux, donc des Templiers notamment, et comme des autres, comme des évêques. Et donc ça, on a une lutte terrible entre les deux. À une époque où le pape Clément V est malade, très malade, ça c'est bien documenté. D'ailleurs, il meurt peu de temps après le supplice du grand maître. Et donc, Philippe le Bel, qui lui dispose de la force, même, il n'avait pas le droit de faire arrêter les Templiers, qui ne relevaient que du pape. Il n'avait pas le droit d'intenter un procès en hérésie. Ça, c'est pas le travail d'un roi de France. C'est pas une prérogative du roi de France, ni d'un autre roi. C'est une prérogative du pape, éventuellement. Mais non, c'est lui qui... Mais c'est la force, qui dicte... On parle de droit international ou de droit canonique à l'époque. C'est la force qui a dicté tout cela. Quand le pape réagit quelque peu, il est trop tard. Oui, c'est trop tard. Et donc, il est obligé, à Vienne
en France aujourd'hui, au sud de Lyon, il est obligé de dissoudre l'ordre d'une manière générale, mais l'ordre du Temple n'est pas condamné. Ça, c'est très important. Vrai, il n'est pas hérétique. On n'a pas réussi à on n'a pas convaincu le pape du tout. Mais il est sali et c'en est terminé, quoi. Et le roi Philippe le Bel, qui, pendant au moins 4 ans ou 5 ans, pendant le procès, entre l'arrestation 1307 et la dissolution des Templiers 1312, a fait administrer les maisons du Temple de tout le royaume de France à son profit, au profit du royaume, avec les récoltes chaque année. Et au moment de redonner tous ses biens à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, parce que le pape en a décidé ainsi. Le roi de France ne récupère pas les... Mais non. Mais il fait vendre tout le matériel, il fait vendre les troupeaux, enfin, tout ce qu'il pouvait tirer comme argent des maisons du Temple, il l'a fait. Et quand les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem récupèrent cet héritage, c'est un peu lourd pour eux, surtout dans certaines régions comme en Champagne, par exemple, où les Templiers étaient bien mieux implantés que les hospitaliers. Et donc, ils vont mettre les terres en location, etc. Et des maisons du Temple vont disparaître à ce moment-là. Ils vont regrouper les choses, quoi. Donc, Philippe le Bel s'est quand même bien servi au passage, mais il n'a pas réussi à récupérer tout le patrimoine templier, puisque... Et il mourra peu de temps après, effectivement, en plus. C'est pas une malédiction, mais enfin, c'est comme ça que Maurice Druon en a fait un chef-d'œuvre absolu. Oui. On est bien d'accord. Naissance des Templiers, Thierry Leroy, vous êtes formidable. Vraiment, ce livre m'a beaucoup plu. Je me suis plongé dedans. J'ai appris des tas de choses, tout ce que je ne savais pas, puisque, comme je vous le disais, hors micro, moi j'ai beaucoup appris sur la fin, mais pas sur le début. Donc, merci beaucoup. Et je conseille vraiment à tout le monde de l'avoir dans sa bibliothèque et de le lire. C'est pas juste l'avoir dans la bibliothèque, parce que c'est vachement important. C'est aux éditions Passé Composé. Je vous souhaite tout le bonheur. La suite, c'est quoi ? La suite, pour l'instant... repos. non, pour l'instant, on fait vivre Oui, je pense qu'il va se vendre. Quelques conférences, voilà. Très bien. Vous avez déjà une idée quand même de la suite ou pas ? Vous avez fait un Hugues de Pin et il faudrait peut-être que j'en fasse une émission d'ailleurs. Tiens. Oui, pourquoi pas. Ce serait pas idiot. Et puis sur l'implantation des maisons du Temple. Qu'est-ce qu'était une maison du Temple ? Je pense qu'on peut creuser un peu... Il reste des commanderies aujourd'hui. Oui. Ça, enfin, des lieux en tout cas. Des lieux, oui, bien sûr. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. Oui, il y en a beaucoup même à visiter sur tout le territoire. Oui, absolument. Notamment en Champagne. Oui, puis même à Marseille, par exemple. La commanderie, c'est pas le lieu où s'entraînent les joueurs de l'OM, je me trompe ? Ah, j'avais jamais fait le rapprochement. Oh, si, je pense. Ah oui. Tous les lieux commanderie. Absolument. Oui, il me semble bien. Ah, c'est drôle, ça. Ouais. Ah, ça, c'est génial. Ça, je vais le ressortir. Ils sont vraiment ils sont partout, ils sont partout. Merci beaucoup. Et vous êtes le bienvenu pour le prochain, quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci.